6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous vouliez nous parler d'impôts ce matin, vous allez être exaucé. C'est ma passion pour la fiscalité. Non, plus sérieusement, c'est que demain est le dernier jour laissé aux propriétaires pour s'acquitter du paiement en ligne de la taxe foncière. Et depuis qu'il apparaît clairement que la forte augmentation de 2023 se prolongera en 2024, eh bien la grogne monte. Alors la taxe foncière est-elle injuste ? C'est la question que nous allons poser à Nicolas Portier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'école urbaine de Sciences Po Paris, ancien délégué général d'Intercommunalité de France. Quelques mots pour commencer sur la hausse actuelle et à venir. L'Union nationale des propriétaires privés a publié mercredi son observatoire actualisé. En 2023, les 34 millions de ménages propriétaires ont vu leur note augmenter de 7% et en 2024, ils peuvent s'attendre à au moins 4% d'augmentation. On a beaucoup accusé des collectivités, mais en fait, la principale cause, c'est l'inflation. Oui, bien sûr, puisqu'il y a un principe d'indexation sur l'indice des prix à la consommation harmonisé, désormais au niveau européen. Et c'est la cause principale des hausses de cotisations foncières, hausse à laquelle se rajoutent des hausses de taux d'un certain nombre de communes. Il y a 14% des communes qui ont décidé de hausse d'impôts, et puis notamment, pas n'importe laquelle, puisqu'il y a Paris, avec une hausse assez impressionnante, et jamais vue depuis de nombreuses années à Paris, de plus de 50%. Donc il y a à la fois un effet taux, comme on dit, et un effet de base, d'évolution de la base fiscale, et c'est surtout l'inflation qui est le motif, le facteur prépondérant dans cette augmentation des cotisations. Je dois dire que certaines communes, on oublie de le dire, ont fait le choix de baisser leur taux d'imposition. Il y a à peu près 400 communes qui ont baissé leur taux à cette occasion. En ce qui concerne cette indexation sur l'inflation, il faut quand même rappeler que c'était une nouveauté en 2017, alors qu'avant, le Parlement décidait d'un indice lui-même et il le votait. Aujourd'hui, voilà, c'est indexé sur l'inflation. Il y a d'autres impôts qui sont indexés sur l'inflation et on peut débattre de l'indice le mieux qualifié. Il y a d'ailleurs de nombreux débats. Ce qui est intéressant, c'est que les propriétaires échaudés réclament la mise en place d'un plafond. Aujourd'hui, comme il en existe d'ailleurs pour les loyers. Alors, cette année encore, le gouvernement a rejeté des amendements allant dans ce sens, qui avaient été déposés par la droite, par l'extrême droite, mais aussi par un député Renaissance. Derrière la taxe foncière se profile la France des propriétaires. Et ça, c'est peut-être un totem pour certains partis. Oui, parce que la France des propriétaires, ça compte, c'est assez puissant. D'ailleurs, la richesse des Français, c'est essentiellement le patrimoine, qui a d'ailleurs, il faut le rappeler, beaucoup plus progressé que les revenus ou que le PIB en France depuis 20 ans. On a à peu près 10 fois en patrimoine ce que nous avons en PIB. Et donc, ça compte fortement. En plus, maintenant, derrière les logements, c'est beaucoup des personnes physiques, puisque les institutionnels se sont retirés. Donc, ce sont des gens qui votent, qui ont un taux de participation élevé. Et bien sûr, ça impressionne. Alors, par rapport à la question de fond, il est certain que aujourd'hui on arrive un peu au bout d'un système avec un encadrement de l'évolution par l'État au niveau national uniforme des loyers, des valeurs locatives. On voit bien qu'on arrive sur un peu la fin d'un système hyper administré et qu'il faudrait certainement arriver au bout des réformes qui sont d'ailleurs programmées mais qu'on décale dans le temps. De quelle réforme vous parlez ? Bien sûr de la réforme des valeurs locatives, puisque aujourd'hui on voit bien que cette évolution des valeurs locatives est totalement décorrélée de la réalité des marchés, des loyers effectifs, et donc on voit bien les problèmes que cela pose. Alors c'est certain que les propriétaires ont très mal vécu, on peut à peu près le comprendre, c'est-à-dire qu'on réduise l'évolution des loyers de moitié par rapport à l'inflation, alors que l'impôt lui-même, que la base de l'impôt va en effet reposer sur l'intégralité de l'inflation. Ce qu'il faut que vous nous expliquiez, Nicolas Portier, c'est l'usage de cet impôt. Il est destiné au budget des communes, exclusivement. Depuis la réforme de la taxe d'habitation, la part départementale a disparu parce qu'elle a été transférée aux communes. Donc l'essentiel de l'impôt foncier, un peu plus de 30 milliards, 32 milliards, c'est les communes, et une petite fraction qui peut être prélevée aussi par les intercommunalités pour à peu près 2 milliards. Mais enfin, grosso modo, c'est en effet le budget communal. Le budget, c'est un impôt non affecté, donc ça va dans le budget général des communes qui peuvent arbitrer l'usage, l'emploi qu'elles vont faire de cette recette. C'est devenu la principale recette fiscale directe
recettes des communes depuis la suppression de la taxe d'habitation, et ça finance aussi bien la réfection des bâtiments publics, l'entretien des rues, des routes, des services sociaux, des logements, des jardins publics, donc une grande diversité de services publics qui peuvent être très différents d'une commune à l'autre. Donc ça donne une assez grande flexibilité pour un village ou une grande commune comme Paris ou Lyon qui vont pas du tout avoir la même structure de dépenses. Du coup, l'idée sous-jacente, c'est que ces services communaux, de beaux jardins, des bus, ça nourrit la valeur du bien. Le problème, l'injustice fondamentale peut-être de cette taxe foncière, Nicolas Portier, c'est que l'estimation de cette valeur, celle sur laquelle on est ensuite taxé, eh bien, elle date de 1970. Et donc là, ça crée une distorsion très importante. Il faut distinguer le fondement de l'impôt qui me semble parfaitement juste et qui est partagé dans beaucoup de pays développés, c'est-à-dire de considérer qu'il y a une capacité contributive des propriétaires au financement des charges communes et que cette capacité contributive doit aussi tenir compte des services, de la densité des services, des équipements qui valorisent un bien et qui permet justement de trouver quelque chose d'assez vertueux en termes d'entretien des patrimoines qui se retrouvent dans la valeur des biens. Ça, c'est le principe. Mais après, il y a la réalité et ces valeurs locatives, comme vous le dites très bien, on le sait bien qu'en France, elles datent de 1970, à une époque où la valeur des quartiers, la valeur des immeubles, etc., était tout à fait différente. Donc nous avions des logements, des quartiers vétustes où il n'y avait même pas de toilettes dans les appartements, elles étaient dans les couloirs, dans les halls. Donc tout cela a complètement changé, les quartiers ont été requalifiés, rénovés. Donc nous avons besoin depuis longtemps, c'était déjà prévu dans les années 90, reporté, il y a une loi qui le prévoyait en 2010. Donc nous ne cessons de reporter cette révision des valeurs locatives. Alors elle a été quand même conduite à bien sur les locaux professionnels d'activité économique, donc la méthode a été éprouvée. Il y a eu des expérimentations également dans certains départements sur les locaux résidentiels, donc sur les logements, mais on voit qu'on a encore différé, reporté à 2028 la réforme, et donc le problème de la justice de l'impôt, c'est surtout le problème des valeurs locatives. Un dernier problème doit être soulevé très rapidement, Nicolas Portier. Depuis que la taxe d'habitation a été supprimée, on a dit seule la taxe foncière est directement allouée aux services communaux. Les propriétaires ont finalement l'impression d'être les seuls à financer ce patrimoine commun. Et on voit émerger l'idée de faire payer la taxe foncière aux locataires aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, en quelques mots ? C'est un petit peu de bonne guerre, c'est-à-dire que la suppression de la taxe d'habitation a un petit peu déstabilisé le système fiscal. C'est dommage qu'on n'ait pas réformé les valeurs locatives au moment où on supprimait la taxe d'habitation, parce que ça aurait été moins douloureux de réformer les valeurs locatives. Mais là, on veut recréer une taxe d'habitation dans la taxe foncière. Ceci dit, le débat mérite d'être posé. Quelle est la répartition, certains pays le pratiquent, de distinguer une part qui est répercutée sur le locataire et une part sur le propriétaire. Simplement, je rappellerai quand même que les propriétaires, aujourd'hui, ont tendance à réduire de leurs revenus fonciers les taxes et impôts. Ils ne pourront pas demander à la fois de répercuter sur le locataire et sur leurs revenus fiscaux. Merci beaucoup Nicolas Portier. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, ancien délégué général d'Intercommunalité de France. Merci beaucoup Marguerite Caton. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 7h23, Guillaume Erner, que dit la presse ? Raymond Aron, voilà ce que dit la presse. Raymond Aron